Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des cartes sur table sur Star Wars Unlimited. Aujourd'hui, je suis avec Sky Chapon et on va vous parler de comment bien préparer son avant-première pour le nouveau set. Comment ça va, Sky? Bah écoute, ça va très bien. Je suis ravi de faire cette vidéo avec toi et puis de parler un peu du set 3 qui arrive incessamment. Pour ceux qui sont vraiment intéressés par une revue totale de tout ce qu'on conseille pour les avant-premières, on a fait aussi une vidéo pour le set 2, une autre pour le set 1. Donc celle-là, on va aller un peu plus en profondeur dans ce qui va être les leaders intéressants, les nouvelles mécaniques, etc. Mais du coup, n'hésitez pas à regarder les 3 vidéos, histoire d'avoir une vision plus d'ensemble de tout ce système d'avant-première et de ce qu'on peut conseiller en général dessus. Oui, effectivement, on va pas reprendre tous les détails. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, le pack d'avant-première, c'est ce qu'on va vous fournir quand vous allez arriver à la boutique pour un événement d'avant-première qui a lieu du coup pour le set 3 du 1er novembre au 8 novembre, donc sur une semaine. Et dans ce pack-là, vous allez l'ouvrir, vous allez avoir 6 boosters, des pions, une deckbox, un livret de règles qui reprend à la fois les règles de base de Star Wars et des nouvelles mécaniques de l'extension. Et le petit bonus qui fait toujours plaisir, c'est les leaders promotionnels. Donc les leaders qui sont présents dans les starter decks du set. Donc ici c'est Ahsoka Tano et le Général Grievous qui seront jouables pour l'événement d'avant-première. Et si on suit ce qui a été fait historiquement, de toute façon, c'est que la version promotionnelle a un côté foil. Mm. Du coup, c'est vachement bien pour le swag. Ouais, clairement, clairement. L'événement, c'est selon les boutiques un peu différent, mais on va dire les généralités. On va vous demander de construire un deck à partir du contenu du pack, donc des 6 boosters et des 2 leaders. De construire un deck pendant 40 à 60 minutes et ensuite de faire des matchs contre les autres personnes qui sont présentes à la boutique, souvent au format ronde suisse, soit en BO3, dans ce cas-là 55 minutes, soit en BO1 de 30 minutes, ça va vraiment dépendre des boutiques, et avec potentiellement la possibilité d'utiliser la réserve, soit entre deux parties d'un même match, soit entre deux matchs, vous avez carrément le droit de changer votre deck si vous plaît pas, ou si vous voulez tester un autre leader, pour vous amuser pendant cet événement-là. Franchement, moi, c'est un truc que je trouve vraiment cool. Je me rappelle toujours de ma première AP où j'avais changé de deck en plein milieu. En Mm. fait, j'étais arrivé, j'avais fait 2 matchs avec un deck et après j'ai fait, tu sais quoi, je vais repartir de zéro, je veux tester un autre leader et tout, et tu recommences à zéro, tu t'amuses bien avec en faisant des changements, changer les couleurs, changer les leaders. C'est un bon truc. Mais on est bien d'accord que dans un BO3, tu peux pas changer de deck pendant le BO par contre. Alors, tu aurais le droit, mais c'est plus une question de temps, donc c'est vrai que c'est Ouais, c'est compliqué. ça, c'est que normalement on a tendance à vous dire quand vous changez de carte dans le deck, essayez de faire ça vite pour pas Ouais, prendre sur les 55 minutes, etc. Donc c'est vrai que c'est si tu ça. commences à refaire tout ton deck de zéro, donc faut être très confiant dans ce que tu veux construire, quoi. Ouais, non, effectivement. Mais bon, entre deux parties, si tu vois que tu as un peu de temps entre deux matchs, tu peux te permettre de le faire. Et c'est vrai que ça permet de tester plusieurs choses dans la même journée ou après-midi, quoi. Ou même dans la première partie construction de decks, tu sais que tu veux tester des trucs qui n'ont pas du tout les mêmes couleurs et les mêmes constructions. C'est rare d'avoir de quoi faire, mais tu peux préparer des bouts de side ou des bouts de deck Mm. que Ouais, tu peux clairement. swap plus rapidement entre les rondes, par exemple. Clairement. Ça, c'est un peu de préparation, et justement, ce qu'on va aborder juste après, c'est le contenu de votre deck. Donc, on vous demande de créer un deck de 30 cartes minimum. Donc nous, on conseille de mettre au moins une vingtaine de cartes unités. Alors on verra que ce set-là va proposer la génération de jetons unités. Donc peut-être que ces 20 cartes vont être vues à la baisse, mais ça va vraiment dépendre de l'équilibrage que vous avez dans votre deck. Et de 10 cartes non unités, donc mixant amélioration et événement. Il faut savoir que en AP, là, en format scellé, le format, vous aurez assez peu de rares et de légendaires. Donc, il ne faudra pas essayer de construire votre deck autour de ces cartes-là, mais plutôt autour de la synergie et l'équilibrage de vos communes et de vos peu communes, qui seront vraiment le cœur de votre deck. Et je veux dire aussi, il faut pas se sentir obligé d'intégrer des légendaires dans mm, le deck. mm, Les légendaires ont souvent un power level un peu au-dessus des autres cartes, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est leur complexité et potentiellement leur synergie. mm. Donc si elles ne vont pas dans le deck et que tout ce qui est commune et peu commune, vous avez une meilleure synergie, vous vous sentez vraiment pas obligé de mettre la L dedans. Je sais que c'est un peu frustrant, parce que quand on sent une belle carte, une bonne légendaire, on se dit vas-y, je veux la mettre dans mon deck, je veux la G quoi qu'il arrive et tout. Mais vraiment, en fait, le fait des fois de forcer ça, c'est ce qui peut vous poser problème, ce qui peut poser problème dans la construction du deck, parce que vous allez vous retrouver avec une carte que vous pourrez pas jouer, et c'est presque plus frustrant
d'avoir une carte, vous arrivez, vous faites ah oui, mais en fait elle marche pas et de la remettre en ressource à chaque fois quoi. Mmh. Donc si Effectivement, vous ouais. voulez vous amuser avec votre légendaire, allez-y, mais faut pas se sentir obligé de construire un deck autour. Non, clairement, clairement. Surtout que les légendaires à Star Wars, elles sont un peu particulières parce que c'est souvent des cartes de synergie, comme tu as dit, donc qui Mm. doivent fonctionner dans certains types de decks bien construits autour et pas juste du power level basique avec que des bonnes stats, quoi. Voire juste C'est ça. la seule légendaire que je vois qui, en dehors de ça, c'est le général Grievous parce que c'est une 4/4 pour 3, donc voilà, on la joue que pour Oui, ça, quoi. Mais à oui, part ça, c'est un body de base, voilà, ça. voilà, c'est ça. Mais bon, à part ça, ça va surtout être des synergies à trouver et donc difficilement faisable en limité. Mm. Euh, alors, quelques petits conseils pour construire votre deck de manière le plus rapide possible et la plus équilibrée possible. C'est quand vous ouvrez vos boosters, commencez pas à lire les cartes, plutôt classez vos cartes par affinité. Donc, vous faites 4 tas d'affinité, voire 5 tas avec les neutres. Et séparer aussi les affinités héroïsme comment dire, et infamie dans les affinités classiques pour bien séparer et essayer de voir où est-ce que vous avez le plus de cartes finalement. Partant de là, regardez vos leaders, voyez s'il y a des leaders qui vont correspondre à ces tas-là et commencez à réfléchir et à lire les cartes du coup dans ces affinités-là. Parce que mine de rien, 30 cartes à remplir, c'est pas forcément si évident quand on a 4 paquets différents. Et il faut rappeler aussi que vous pouvez, mais ça on reviendra plus en détail dessus, mais vous pouvez intégrer des cartes qui sont pas des bonnes affinités. Si elles comblent des trous dans votre stratégie, vous allez juste avoir un surcoût en ressources. Il ne faut pas Mm, être entièrement limité sur ça. Il y a des cartes qui parfois peuvent valoir le coup parce qu'encore une fois, on est dans un format basé sur les communes, les peu mm, communes, et pas sur une construction de deck poussée avec des grosses synergies et de la redondance. Donc c'est parfois plus intéressant de vous dire, bah, cette carte-là que je jouerai pas en temps normal, là je peux la mettre, même un peu plus cher, mm, parce qu'elle va rattraper des choses que vous pouvez pas faire autrement dans le deck. C'est quelque chose auquel il faut pas se bloquer en se disant ah mince, cette carte est bleue, les leaders que j'ai c'est jaune-rouge, je vais jamais la mettre, je vais jamais la jouer. mm, Si elle fait le boulot, vous pouvez l'utiliser et au pire elle finira en ressource si dans ce match-là vous pourrez pas. Et il faut aussi se rappeler que vos adversaires sont dans la même situation que vous. mm, Votre adversaire vont pas forcément jouer un deck de couleurs hyper synergique, etc. À part s'ils ont eu un bol de fou sur le tirage. Normalement, ils seront comme vous dans une situation où ils vont juste pouvoir utiliser bah, les cartes qu'ils ont eues, donc beaucoup de communes, beaucoup de peu communes, quelques rares, et pas forcément des grosses synergies avec une grosse redondance des cartes où il y avait oh, telle carte, ah oui, mais il la joue une fois, il faut que je sois capable de la gérer 3 fois et tout. Non, ça, c'est des réflexes qu'il mm. faut se retirer dans ce format-là. Souvent, les grosses cartes, les gros finishers un peu plus rares, vous allez en trouver beaucoup moins qu'en temps normal. Et revenir sur les hors affinités, on verra qu'avec la valorisation, on peut facilement valoriser des cartes hors affinité, puisqu'on va les payer moins cher. Donc, faut pas avoir peur. Et justement, pour le choix du leader, on va vous proposer quelques petits exemples, un par affinité pour vous donner des petites idées et des petits insights pour votre construction. Donc, côté vigilance, moi j'ai choisi Obi-Wan Kenobi pour sa capacité de soin, premièrement, qui va vous permettre de faire tenir vos unités plus longtemps en scellé, en limité, on est souvent dans des formats un peu plus lents où on arrive difficilement à faire des échanges directs d'une unité contre une unité pour la détruire. Et du coup, on se retrouve souvent avec des unités qui ont des dégâts sur elles que Obi-Wan va pouvoir soigner et du coup rendre notre unité potentiellement indemne. Et une fois qu'il est déployé, bah, on a une sentinelle, ce qui est pas négligeable dans le format aussi, puisque on verra que c'est pas si évident d'en avoir et qui va permettre de tenir plus longtemps sur le terrain, et sa capacité en attaque qui permet de renvoyer des dégâts vers les unités adverses. Donc c'est quand même assez fort dans ce format-là, qui est un format assez lent, où on n'a pas la réponse idéale pour chaque situation, et Obi-Wan va encore plus écarter cette possibilité-là, quoi. Non, bah, en vrai, je pense aussi que c'est un très bon leader pour ce format-là, comme tu l'as dit. Il couvre des failles qu'on a d'habitude dans le format, qui sont le fait de trouver un moyen de soigner ses unités, de les faire Mm, maintenir sur le board. Surtout, le fait que ce soit un dégât dans un format où il va y avoir pas mal de jetons, soit droïdes, soit clones, donc mm, qui vont potentiellement faire des pings à 1 de temps en temps. Bah, c'est exactement ce qu'il faut, quoi. Le mm, soigner un dégât, faire un dégât, bah, vous pouvez gérer, si vous gérez un droïde adverse qui a un PV, bah, ça peut très vite poser problème à l'adversaire dans certaines stratégies. Donc non, je pense que c'est un leader à la fois très thématique, justement par ce qu'il fait, et qui va
être très intéressant. Et en plus, il n'a pas besoin de synergie Mm. dans son fonctionnement. Ouais, C'est pas un leader qui dit je booste une unité qui a tel keyword, enfin qui a mm. tel mot-clé, quel tel trait. Il dit juste une unité. Bon. Ouais, Et je ouais. trouve que ça joue beaucoup. C'est vrai que c'est simple à mettre en place. Ouais. Petite chose aussi à dire, c'est que j'ai choisi que des leaders communs, parce que c'est ce que vous allez ouvrir le plus souvent, sachant que les leaders rares sont souvent des leaders compliqués à construire en limité, donc essayez dans tous les cas de prendre plutôt un leader commun, sauf si vous voyez que vous avez vraiment un pack pour. Côté commandement, j'ai choisi le compte de coup, donc qui a pareil une action qui va vous permettre de jouer des cartes à moins cher en utilisant la valorisation, donc en sacrifiant une unité pour la jouer pour 2 de moins. C'est pareil, c'est un séparatiste, vous en aurez énormément, quasiment. Je dirais 80% des cartes infamie sont séparatistes dans cette extension-là, donc c'est pas vraiment un frein. Et la réduction, on sait que voilà, pouvoir réduire une carte, que ça soit de 1 voire de 2 ici, ça permet de sortir des unités beaucoup plus puissantes très très vite, ce qui est toujours appréciable. Il sort un peu tard, donc il va falloir quand même temporiser suffisamment pour, pour attendre qu'il sorte, parce que vous aurez une unité de moins sur le terrain pendant que votre adversaire aura certainement sorti son leader. Mais ça devrait suffire. Sachant que faut aussi noter qu'il donne valorisation 1, mais comment ça marche quand tu as une valorisation, une carte qui a déjà valorisation par exemple? Alors ça s'additionne comme c'est une capacité D'accord. avec une valeur numérique. Donc si vous avez déjà une unité qui est valorisation 2, par exemple, et que vous utilisez la capacité du compte de coût, il passerait à valorisation 3, donc vous avez le droit de sacrifier jusqu'à 3 unités pour payer 6 de moins cette unité-là. Bon, il faut avoir 3 unités sur le terrain, etc. Mais ça peut valoir le coup. Ouais, bah ça, sur un jeu un peu plus lent, justement, comme on disait, où les unités ont tendance à rester plus longtemps et où les parties Mm. durent plus longtemps, ça va très vite, ça peut très vite snowball en fait, d'avoir Mm. quelque chose comme ça avec de la réduction de coût. Surtout qu'on va avoir souvent un champ de bataille très rempli, puisqu'on aura beaucoup de petites unités droïdes ou clones. Donc on aura des unités à sacrifier au moment où on voudra utiliser cette capacité, je pense. Côté agressivité, bah moi j'ai choisi Naso Tano, parce que bah déjà c'est coordination, donc une mécanique que moi je trouve très adaptée au format limité. On aura assez souvent 3 unités. Si on arrive à bien séparer nos unités entre l'arène spatiale et l'arène terrestre, la coordination, on arrivera à l'avoir. Et comme elle sort à 5 ressources, bah, on a une unité supplémentaire assez rapidement sur le terrain pour obtenir cette capacité. Donc je pense que c'est pas trop mal. Sa petite action de leader est quand même bien, parce qu'elle permet d'ajouter plus un d'attaque, donc de faire des trades positifs pour agresser soit les unités adverses, soit juste aller frapper la base. Et finalement, bah, on a une 3-6, voire une 5-6 pour 5, qui est super correcte en fait. Ouais, je suis d'accord. Encore une fois, surtout coordination, c'est un truc où j'ai des petits doutes sur la viabilité en construit, mais je pense qu'en scellé, ça marche très bien, justement parce qu'on est restreint par ce format où il y a plein de tokens, il y a plein Mm, d'unités, les unités vont rester. Donc, coordination comme valorisation vont être des très bonnes mécaniques sur lesquelles on peut se baser, et je sais qu'on mm. reviendra plus en détail dessus. Mais ouais, Ahsoka, c'est un bon leader, et comme tu as dit, tout le monde l'a. Et voilà, tout le monde Profitez-en. l'aura. Donc ouais, c'est vrai que si vous voyez que votre affinité agressivité, surtout côté théorisme, est bien fournie, voilà, considérez-la parce que ça peut être sympa. Pour terminer, côté ruse, j'ai choisi Django Fett, donc avec une capacité un peu moins forte que, que son fiston. Euh, donc là, c'est de pouvoir incliner des unités quand elles ont subi des dégâts. Euh, Ça reste quand même un bon leader, hein, c'est une 3-7 qui sort à 5 ressources, donc qui est solide et qui va vous permettre de temporiser assez longtemps la partie on verra qu'il y a pas mal de enfin vous verrez qu'il y a pas mal de petites cartes qui permettent de faire des petits dégâts de ci de là, que ça soit par des unités ou par des événements, ce qui va vous permettre de gagner du temps. Et comme tu l'avais précisé, hein, avec les petits jetons droïdes que vous allez sans arrêt avoir sur le terrain, et ben vous allez pouvoir grappiller les unités en les inclinant et gagner du temps. Donc, c'est ça, envoyer un droïde, on parlait d'Obi-Wan tout à l'heure, on envoie un droïde dans Obi-Wan, en sentinelle, il s'incline, il Mm, pourra plus attaquer, il peut plus heal, il peut plus clean. mm. Ça va le bloquer, ça va très rapidement le bloquer, et c'est quelque chose de fort. Je reprécise pour les gens qui écoutent et qui ne voient pas la carte ou qui ne découvrent pas la carte au moment de l'avant-première,
c'est bien quand une unité amie inflige des dégâts à une unité ennemie qu'on va incliner. C'est Ah pas oui, sur ça, les events ou les t'as choses comme raison, ouais, ça. les events, ça va pas fonctionner, sauf des events qui permettraient d'attaquer, enfin C'est de ça. faire des dégâts Il y a des directement. events qui Ouais. font des dégâts qui disent, les events qui disent choisissez une unité amie, elle inflige Mm. X dégâts. Je pense au barrage dévastateur dans le set 1 Voilà, par et il y exemple. a des équivalents dans tous les sets. Là, par contre, ça marche. Mm. Mais si c'est pas une unité amie, blablabla, ça ne le fait pas. Ouais, Donc, par effectivement. exemple, un raid audacieux, par Mm. exemple, ne marcherait pas puisque c'est directement l'événement qui fait les dégâts. On va parler des bases rares du set. C'est vrai que on a 4 bases rares qui ont été, qui vont être présentes parmi les cartes que vous avez. Donc vous avez le droit de les jouer pendant votre événement. Je vous le déconseille parce qu'il y a très peu de bases qui sont intéressantes et qui synergisent bien avec les leaders du set pour du format limité parce que vous allez perdre des points de vie immédiatement sur la base pour un bonus qui n'est pas forcément très intéressant. Contrairement au set 1 où les bases rares avaient vraiment un intérêt à la construction du deck, là je vous le déconseille quand Ce même. qui est dommage, hein, parce que du coup, on va ouvrir des bases, on va être genre, ouais, trop bien une base rare, et bah non. Mm. Mais non, faut baser... contentez-vous des bases communes. De toute façon, les bases communes sont en accès libre Oui, pendant ces événements-là. oui. Donc, si vous avez besoin d'une carte, enfin, vous avez besoin d'une base parce que vous dites, ah mince, je veux jouer jaune rouge, j'ai pas ouvert la base rouge dans mes boosters, la boutique ou les autres joueurs peuvent vous Mm. en fournir normalement. Bah, il y a Tant que c'est juste les bases à 30 PV, ça passe. voilà, exactement. Donc concernant les mécaniques, on va discuter là de coordination. Donc coordination, pour rappel, c'est une capacité qui ne s'active que si on possède 3 unités amies sur le champ de bataille. Donc l'unité qui a coordination compte parmi ces 3 unités-là. Donc il faut au moins avoir une unité coordination et 2 autres unités pour que la capacité coordination s'applique. Donc ça nécessite de conserver des unités suffisamment nombreuses en vie pour avoir toujours la capacité active. Et on verra que c'est pas forcément comment dire que voilà, c'est un prérequis qu'il va falloir essayer de maintenir le plus longtemps possible. Donc ce que je vous conseille quand vous partez sur une stratégie de coordination, c'est de trouver des unités qui vont, de par la coordination, rester le plus longtemps en vie. Là, je vous ai mis quelques exemples pour essayer en fait de profiter de la capacité et de la maintenir elle-même. Voilà, il faut essayer d'avoir ça en tête, de se dire, ben, mon but c'est pas juste de mettre plein de petites unités en coordination parce que voilà, le mob clé a l'air sympa, c'est aussi de réfléchir auquel je vais intégrer pour que ça fonctionne. Encore une fois, c'est pour ça que quelqu'un comme Obi-Wan va être très intéressant. Mm. Parce que justement, vu qu'il peut heal les unités, il va aussi les maintenir sur le terrain plus longtemps pour profiter de la coordination. Ouais, effectivement. Ouais. Voilà, de toute manière, là, je vous ai mis les deux, on va dire, les deux affinités qui fonctionneront le mieux en fait dans cet archétype. Donc c'est la vigilance ou le commandement, puisque c'est des affinités où le nombre de points de vie est un peu plus élevé que dans les autres affinités. Et, euh, et en parallèle de ça, du coup, pour essayer de toujours conserver la coordination, essayer d'inclure des unités qui sont soit redondantes, c'est-à-dire qui, une fois éliminées, vont créer un autre jeton pour conserver, on va dire, un semblant de board, ou qui ont beaucoup de points de vie. Donc là, on a le Chevalier de la République ou l'Avant-Garde RTTT, qui sont des sacs à points de vie, qui de toute manière vont, même quand elles vont être attaquées ou éliminées, vont aussi créer des soldats. Donc vous aurez toujours plein d'unités en jeu pour conserver cet avantage de coordination. Ensuite, on va passer à la valorisation. Donc valorisation, comme on vous l'a expliqué, c'est une capacité qui permet de réduire le coût de vos unités. Pour chaque unité que vous sacrifiez, vous réduisez le coût de 2. Donc comme vous avez éliminé vos propres unités, autant essayer de bénéficier d'un effet une fois éliminé. Donc là, vous verrez qu'il y en a plein, plein, plein de partout. Vous allez plutôt essayer de sacrifier des petites unités qui coûtent pas très cher. Donc là, je vous ai mis quelques exemples qui ont tout un effet une fois éliminé intéressant et qui vous permettra du coup de valoriser votre élimination. Donc outre une réduction de coût, vous avez aussi un petit effet bonus qui s'ajoute. Et concernant les unités justement valorisation que vous voudrez jouer, essayez de choisir des unités soit très fortes, soit qui ont un effet une fois joué qui vous permet d'en bénéficier immédiatement. Vous allez perdre des unités vous en jouant cette unité-là, autant qu'elle fasse immédiatement quelque chose avant de se faire éliminer potentiellement par une gestion adverse. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Il y en a plein. Mais essayez d'éviter juste les gros body pour juste un gros body, vaut mieux qu'elle ait un petit effet. Quoi. Ouais, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, je pense, que de faire du je vais éliminer mes unités pour mettre un truc et ah bah j'ai perdu le truc. Voilà, c'est ça. Bravo, j'ai perdu 3 unités d'un coup. Ouais.
C'est ça. Après, comme tu l'as dit, c'est pratique quand ce sont des unités qui vont avoir un effet quand elles sont vaincues, comme Mm, tu montres au slide d'avant, parce qu'à la limite, tu peux attaquer avec. Si elles survivent à l'attaque, je pense plutôt attaquer sur la base si mm. l'adversaire n'a pas de board, etc. Les détruire, elles vont se recycler. Donc, au pire, si tu perds l'unité que tu as créée avec, c'est moins gênant parce que tu as toujours des ressources derrière. Ouais, 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 effectivement, ouais, effectivement. Mais il y a quand même des situations où on va pas pouvoir autant générer de ressources comme ça que ça, et ça va être très décevant de se retrouver à se faire éliminer son unité directement si elle n'a pas eu au moins un petit effet, quoi. Non, effectivement, effectivement. Et on voit aussi que ben, on n'est pas obligé de les jouer en valorisation, hein. Vous forcez pas à Mm. détruire vos unités pour les jouer. Si vous avez 7-8 ressources, ben, les jouez-les comme ça. Si ça vaut pas le coup de sacrifier des unités, ça reste quand même des buddies assez intéressants. Et justement, en parlant des gestions, parce que c'est aussi le fer de lance, hein, des formats limités, c'est comment annuler un petit peu la stratégie adverse. On va avoir des gestions très intéressantes dans cette là. Toujours, hein, je suis resté en unco ou commune avec gestion de jetons unités ici. On va avoir des événements qui rasent carrément le board si l'adversaire a choisi de partir sur une stratégie jeton, que ce soit explosion disruptive ou sport sanglant qui permet de vider le board adverse. Ou libérer le terrain, si vous choisissez du coup une unité jeton au moment où vous renvoyez une unité qui coûte 3 ou moins dans la main de son adversaire, vous pouvez renvoyer tous les jetons qui portent le même nom, donc soit tous les soldats clones, soit tous les droïdes de combat, ce qui permet de pareil, vider totalement un board potentiellement. Sachant que renvoyer un jeton dans la main, ça le fait sortir du jeu. Mm. Il est considéré C'est comme éliminé, donc potentiellement peut déclencher des effets, et effectivement quand il est renvoyé en main, vu que c'est un jeton, il rentre pas dans la main, il va en dehors du jeu. Donc il faut quand même faire attention, savoir que ces événements existent aussi si vous décidez de partir sur une stratégie jeton. Voilà, les considérer, se dire, ben voilà, si mon joueur joue bleu ou rouge, il va falloir peut-être que je réfléchisse, quoi. Et moi, je parlais tout à l'heure des cartes qui, pour moi, valent le coup hors affinité. Je pense qu'un libérer le terrain dans un jaune infamie, par exemple, ça peut quand même valoir le coup Hmm. si on sait qu'il va y avoir pas mal de jetons ou si on pense qu'on va avoir pas mal de jetons. C'est- Parce que même pour 4, hein, vider le terrain adverse, on prend, hein. Ouais, clairement, clairement. Là, c'est vraiment des cartes qui sont plus des cartes de réserve. Vous n'allez pas forcément les jouer dans votre deck principal, plus en se disant, bah, en fonction de ce que joue mon adversaire, je vais peut-être l'inclure et ça va peut-être lui faire mal. Mm, tout à fait. Sur d'autres petites gestions de petites unités, on en a quand même quelques-uns qui sont assez sympathiques, avec ben, le raid audacieux qui est une réédition du coup, qui vient du Mm. set 2. Le lancer de grenade qui permet de faire un raid audacieux plus un petit dégât supplémentaire, donc là ça permet de gérer 2 unités d'un coup. Mort par les droïdes qui ne gèrent que les unités qui coûtent 3 ou moins, donc des petites unités, mais on met un petit peu de board en plus. Et fâcheuse posture que j'aime beaucoup, puisque ça ressemble à ouvrir un passage avec un -2/-2. Sauf que bah, si l'unité est un peu plus forte que 2 de vie, et ben le -2/-2 il reste parce que c'est une amélioration. Et en plus, on incline l'unité, donc on peut potentiellement gagner du temps avec. Donc ça, c'est des cartes très sympathiques qu'il va falloir considérer aussi au moment où vous construisez votre deck, parce que ça gère pas mal de situations. T'avais d'autres choses à dire? Je les aime toutes ces cartes-là. Je trouve que Fâcheuse Posture, c'est tellement une des cartes les plus intéressantes qui est sortie dans le set d'un point de vue pur design, quoi. Ouais. Alors Niveau gagner du temps. on reste quand même sur comment dire, des affinités bien ciblées, hein. On est toujours sur vigilance pour le contrôle et comment dire, agressivité pour des dégâts. Donc voilà, il faut savoir que ces affinités font ça pour pouvoir gérer en fonction ce qu'on va jouer et ce qu'on va pouvoir espérer faire survivre, quoi. Et enfin, pour les grosses unités, on a quand même quelques solutions donc, qui sont principalement vigilance ou infamie. Ici, avec bah, la réédition de Triompher, qu'on connaît bien, qui est une très bonne carte de gestion en limité, on va avoir une version un petit peu différente avec répression meurtrière, donc qui coûte 1 de moins, mais on fait des dégâts à notre base quand on élimine l'unité. Donc ben, selon ce qu'on a ouvert, on mettra l'une ou l'autre. Et on a Lutte sans merci qui est un très très bon removal aussi qui permet de détruire, enfin, faire sacrifier une unité adverse. Donc idéalement, quand il n'en a plus qu'une, c'est idéal, on sait ce qu'on va détruire. Par contre, on doit aussi choisir une de ces unités à éliminer. Donc il y a des situations où c'est pas très très intéressant, mais la plupart du temps, ça permettra quand même de faire des dégâts, enfin de faire une élimination assez pour pas très cher. Sachant que si vous n'avez pas d'unité, bah, le sort marche quand même. Mm. Enfin, la carte Ouais, ouais. marche quand même. Ça a été L'événement, confirmé par les judges et autres.
Ouais, effectivement, on essaie de faire le maximum. Donc, ben, chaque joueur choisit une unité. J'en choisis pas parce que j'en ai pas. Et t'en choisis une. Et vu que t'en as qu'une, je suis content. Et vu que c'est non leader, si par exemple votre leader est déployé, Hmm. vous le gardez, vous inquiétez pas, mais ça Ouais, marche aussi pour l'adversaire par contre. voilà, exactement. Vous Mais pouvez du pas coup, retirer le leader adverse comme ça. ça restera un peu totalement ses choix. Donc, c'est toujours intéressant. Ça, c'est une Euh, carte que je vais jouer même en construit, je pense. ouais, ouais, Lutte sur Merci, je pense qu'elle aura sa place en construit, hein. Typiquement, dans les premiers tours, c'est très intéressant quand tu joues contrôle. Euh, donc voilà, bah ça c'est tout ce que j'avais à dire sur la préparation de l'avant-première. Donc ce que je vous disais, essayez de faire un deck avec 20 unités, avoir un petit peu moins selon votre génération d'unités que vous avez dans vos cartes, et plein d'événements de gestion ou d'amélioration qui pourraient bien synergiser avec votre deck. Et bah, surtout, le principe, c'est de s'amuser, hein, c'est de découvrir les nouvelles mécaniques. C'est pas un événement compétitif, on est là pour découvrir les cartes, faire des petites synergies sympathiques, jouer des leaders potentiellement qui seront pas très intéressants de manière compétitive, mais qui ont vraiment un intérêt en limité. Donc, faut vraiment se faire plaisir à essayer d'avoir des choses, enfin, créer en fait. C'est vraiment un événement où on crée des choses intéressantes. Je pense que tu as tout dit, hein. Mon conseil principal reste amusez-vous, testez des choses, Mm. éclatez-vous. Même si ça marche pas, on s'en moque. C'est pas. Bah, C'est clairement, juste un moment de fun. C'est un moment de fun avant que la saison compétitive commence. Donc c'est ça. profitez, passez un super moment. N'hésitez pas à nous dire comment ça s'est passé aussi, Mm. hein, parce que nous on aime bien savoir. Moi je sais que je fais au moins une AP ce week-end justement, donc j'ai Alors hâte moi, de tester tout ça. J'ai pas encore mis ma main sur les cartes moi, donc là ça va faire plaisir de pouvoir ouvrir les boosters en même temps que tout le monde et bah c'est ça, de tester ça. c'est aussi ça, c'est tout ouvrir et découvrir avec tout le monde les cartes, c'est un super moment. Merci Skype du coup pour cette petite vidéo. Merci tout le monde de nous suivre. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous pensez qu'il y a des choses qu'on a oubliées, de vous abonner à la chaîne aussi parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux et ça fait du bien de voir que la communauté nous suit. Donc merci tout le monde et à bientôt parce qu'on va enchaîner les vidéos. On va pas vous laisser comme ça, ne vous inquiétez pas, hein. Ça arrive, la suite arrive bientôt. Bah, merci à toi et à bientôt. Ciao tout le monde.